archéo-anthropologue à l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Et archéo-anthropologue, en fait, je suis spécialisée dans la fouille des sépultures, des morts et des vestiges osseux. À quoi, Laurent? Alors, Laurent Bastien, c'est bon, tout le monde entend? Alors, Laurent Bastien, je suis professeur d'histoire-géographie dans un collège de Saint-Dizier dans la Haute-Marne, un collège REP+. Et cela fait 10 ans que j'anime un atelier archéologie en lien avec la mairie de Saint-Dizier et l'INRAP et l'Éducation nationale. Alors tout d'abord, Saint-Dizier, alors je l'ai placé, voilà, je l'ai placé sur une carte. On confond souvent avec Saint-Dié. La semaine dernière, il y avait le festival de géographie à Saint-Dié. Nous, Saint-Dizier, on est dans le Grand Est. En gros, pour simplifier, on va dire entre Paris et Strasbourg. Voilà, où est-ce que Saint-Dizier est placé. Alors Stéphanie, tu pourrais nous expliquer pourquoi l'archéologie est si importante à Saint-Dizier? Alors, l'archéologie, il y en a depuis très longtemps à Saint-Dizier, donc je vais passer sur les découvertes du 19e siècle, je vais passer sur les fouilles des amateurs des années 60, pas qu'elles ne soient pas intéressantes, hein, parce qu'elles ont fourni un certain nombre d'objets qui sont maintenant au musée de Saint-Dizier, et on a des belles publications sur ces découvertes-là. Mais on va vraiment se concentrer sur les 10, les 15, maintenant les 20 dernières années, et sur l'archéologie préventive. Donc l'archéologie préventive, c'est une archéologie qui a lieu avant les travaux. Elle est réalisée par des archéologues professionnels uniquement, et dans un laps de temps limité. Une fois qu'on a fini d'intervenir, il y a les constructions. Cette archéologie préventive doit être faite par un centre agréé, comme les l'INRAP. Et dans les années, fin des années 90, début des années 2000, il y a eu beaucoup d'archéologie préventive à Saint-Dizier, avec notamment le contournement de Saint-Dizier et la création de la ZAC, de la zone commerciale de Saint-Dizier. Et lors de cette création de la ZAC, une équipe de l'INRAP a découvert des tombes aristocratiques mérovingiennes, des tombes du VIe siècle. Alors je sais que ce mot est souvent galvaudé, mais là ce sont vraiment des tombes exceptionnelles. Il s'agit de véritables petites salles, des petites fosses creusées dans la terre, où on a déposé un cercueil avec un individu à l'intérieur et plus de 200 objets d'accompagnement. Des objets qui peuvent être déposés en accompagnement, comme ce qu'on voit les photos à droite, les chaudrons, les verreries. Des objets personnels du mort, à savoir par exemple son bouclier, son épée, ou des accessoires de costume comme sa boucle de ceinture ou des boucles de chaussures. Donc il y avait deux tombes comme ça, d'hommes en armes et la tombe d'une jeune fille. Et ces découvertes ont vraiment fait un électrochoc à la municipalité, car il y a eu un véritable engouement autour de ces découvertes. Beaucoup de monde s'y est intéressé et ont suivi l'évolution de la recherche. Et ça a permis à la mairie de voir que l'archéologie pouvait être une force de médiation auprès des populations et a décidé de développer l'archéologie et de la valoriser. Alors cette archéologie vraiment importante, par exemple voilà, sur la diapo qui arrive, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu deux expositions importantes sur Saint-Dizier. Alors Saint-Dizier, 40 000 habitants dans les années 70, 23 000 aujourd'hui, donc déclin démographique. Et cependant, quand on fait une exposition d'archéologie, nos ancêtres les barbares ou Austrasie, le royaume mérovingien oublié, exposition gratuite, avec la mairie, il y a une vraie politique culturelle pour que tout soit gratuit, on peut atteindre jusqu'à 40 000 visiteurs. Donc pour une ville de 23 000 habitants, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a une sorte d'engouement autour de l'archéologie qui est difficilement compréhensible et pourtant, voilà, qui rend vraiment heureux parce que le public est vraiment intéressé. Lorsqu'on fait les journées nationale ou européenne d'archéologie. On ouvre par exemple un site archéologique à Saint-Dizier. Alors ce site il est au milieu de la zone commerciale. Les gens vont faire leurs courses, ensuite ils vont acheter leur basket et ils s'arrêtent. Et on les voit là, de toute manière c'est sur le parking du McDo. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Ils s'arrêtent et ils vont visiter le chantier. Une fois on a eu sur un week-end jusqu'à 4000 personnes. Donc vraiment il y a un engouement autour de l'archéologie.
une autre action autour de l'archéologie, soutenue aussi par la mairie et puis une association Archéolona. Ce sont les printemps de l'archéologie, 8000 entrées sur un week-end. Le prochain, par exemple, juin 2024, les Jeux Olympiques Antiques, et on sait qu'il y aura du monde. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il y ait que des choses grand public, tout est mélangé. Des reconstitutions, mais aussi un volet cinématographique avec des films vraiment d'un bon niveau. Nos élèves, par exemple, les élèves de la classe archéologie ont été jurys pour un film archéologique junior. Et il y a aussi un volet scientifique avec des conférences. Stéphanie, tu peux nous expliquer un petit peu cette politique un petit peu tripartite entre la mairie, l'INRAP et l'éducation nationale? Rapidement, qu'est-ce que ça peut donner sur un collège comme un collège d'éducation prioritaire renforcée, un collège REP+. Et alors, poussé par la mairie, donc, nous avons fait cet ensemble tripartite et nous avons notamment mis en place un simulateur de fouille au sein du collège. Donc là, c'est assez spécifique. Il est ici question d'apprendre le geste archéologique à tes élèves, Laurent, mais pas seulement. Apprendre tout le protocole, c'est-à-dire que quand on fouille, on ne bouge pas ce qu'on découvre, on ne le touche pas dans un premier temps, et apprendre toute la partie qui est enregistrement, comme on voit sur la photo de droite, avec la boussole et avec la petite mire pour faire des photos. Et tout ça a une visée particulière. Si on a mis ça en place, c'est pour qu'à la fin, au mois de juin, tes élèves viennent sur un véritable chantier de fouille qui est au milieu de la ZAC. Ce chantier de fouille est une fouille programmée, au lieu d'y écrasser. Donc là, une fouille programmée, qu'est-ce que c'est? C'est une fouille, c'est un site qui n'est pas menacé de destruction, mais il y a un intérêt scientifique à le fouiller. Donc nous avons déposé une demande d'autorisation auprès du ministère de la Culture qui nous autorise à fouiller ce site, alors qu'il n'est pas menacé de destruction. Nous intervenons environ un mois et demi, et là nous intervenons qu'avec des bénévoles. La plupart du temps des étudiants qui viennent apprendre le métier, parfois quelques retraités. Et ce site est fouillé un mois et demi dans l'année depuis 12 ans. Et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons nous permettre d'accueillir des élèves. Nous avons donc des élèves, des étudiants qui sont volontaires pour encadrer des élèves du collège et de la classe de Laurent. Ils interviennent, vous passez, je crois, 2 demi-journées sur le terrain, encadrés par des étudiants. Alors, mes élèves ont beaucoup de chance, ils peuvent fouiller autant une villa gallo-romaine qu'un cimetière mérovingien. Moi, ce que je voudrais vous dire, parce que je sais que parmi vous, beaucoup, voilà, vous êtes en Master 1, d'autres, vous êtes déjà dans l'éducation nationale et d'autres publics, le projet qu'on vous présente n'est pas du tout un projet que l'on peut recopier en l'état. Quand on entend un intervenant, on se dit oui, je vais peut-être tirer quelques petites pistes. Par exemple, moi je prends toujours l'idée, l'été on va au marché, on a son petit panier et on y va, on ne sait pas ce qu'on va mettre dans son petit panier. Bah, aujourd'hui on va vous proposer plein de petites pistes et puis en sortant peut-être qu'une ou deux vous allez vous dire ah bah ouais, ça me tenterait, je pourrais faire de l'archéologie avec mes élèves. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on a prévu une intervention avec Stéphanie. Alors ici, voilà, vous avez donc les fouilles de squelettes, le spécialiste des squelettes humains, l'archéo-anthropologue. Stéphanie va vous expliquer son métier. Mais avant, on s'est dit, mais pour vous, l'archéologie, qu'est-ce que ça peut être? Et Stéphanie m'a dit, et toi, quand tu as voulu faire l'archéologie, au début, à la faculté, j'aurais jamais fait de l'archéologie. Hein, j'ai fait que des études d'histoire et avec des modules de géographie, j'avais jamais fait l'archéologie. Et j'ai mis 2 photos qui, pour moi, ressemblaient à l'archéologie. Alors, les 2 photos de l'archéologie, pour moi, Indiana Jones et les pyramides. Ah, t'as vraiment trop de chance, Stéphanie. Hein. Voilà, c'est vraiment ça ton métier. Ah, vraiment, c'est ça ou pas? Non, c'est plutôt, Stéphanie, les pieds dans la boue. Le métier, c'est plutôt, d'arriver sur des sites, on est sur tout type de sites. Et dans un premier temps, on a une pelle mécanique qui vient retirer la terre stérile, donc de 30 à 50 cm. Puis après, on arrive sur les structures, sur la craie. Et donc, on n'a pas de fouet.
On est avec soit la pioche, soit, comme vous voyez en haut à droite, la truelle, pour dégager la terre et laisser apparaître les vestiges. Et quand on arrive sur un squelette, on est même à l'outil de dentiste. Mais attention, une fouille, c'est pas juste déterrer et découvrir des objets, c'est aussi surtout les enregistrer, car l'archéologue est le premier destructeur de sa matière. Une fois qu'on a démonté ou retiré un objet de son contexte, l'info est perdue. Donc avant, on fait une grande période d'enregistrement qui peut être un enregistrement graphique, donc photographique, graphique. Maintenant, on peut aussi utiliser, on fait aussi de la photogrammétrie 3D, on peut utiliser parfois des drones. On est vraiment sur une importance de l'enregistrement et de la prise d'informations avant de tout retirer, de tout démonter. Est-ce qu'on trouve toujours des squelettes? Non. Un squelette ne dépend, la conservation d'un squelette ne dépend pas depuis combien de temps il est dans la terre, mais dans quelle terre il est enterré. Ainsi, des squelettes qui ont 4000 ou 5000 ans en Champagne-Ardenne, on les retrouve sans souci. L'une des rares exceptions, je vous l'ai mis sur la photo, il s'agit d'une tombe gauloise, Philippe près de Reims, dans une veine un petit peu silicieuse, sableuse. Et là, on a une dizaine de tombes, une quinzaine de tombes. On en a 8 intactes et 8 dont il nous reste. Ben voilà, vous voyez en haut à droite la céramique. Au milieu de la photo, le torque qui est le collier rigide typique de la période gauloise. Et un petit peu plus loin sur la gauche, à côté de la petite affichette, on a les 2 bracelets. Donc on sait où était la tête, on sait où est le corps. On sait qu'il y avait une tombe là, mais on n'a plus aucun ossement de visible. Mais ça, dans nos régions, au Champagne-Ardenne, c'est rarissime. Comme je vous ai dit, le sous-sol crayeux, ou même si on est sur des alluvions, de la marne, quoi, conserve très bien l'ossement. Donc, quand on a des ossements, on va essayer d'avoir des informations. Donc on a plusieurs échelles. On part du squelette, qu'est-ce que va nous apprendre le squelette sur l'individu qui était inhumé. Donc on verra tout à l'heure ce que peut nous apprendre un squelette en tant que tel. Puis après on va s'intéresser aux gestes. Qu'est-ce qu'a fait la communauté qui a perdu un membre? Comment a-t-il traité ce cadavre? Puis on va s'intéresser donc à la tombe. Et donc après au cimetière et plus largement à la région. Donc ça va nous permettre après de toucher la communauté, l'ère culturelle et avoir des informations sur comment on pouvait vivre et comment on pouvait, quels pouvaient être les concepts de l'époque. Pour ça, la première chose, c'est le choix du traitement du corps. Forcément, on imagine tout de suite un squelette, on parle d'un mort, surtout en archéologie, mais un corps peut être traité de plusieurs manières. On peut l'immerger, le mettre dans la mer ou dans un fleuve, voilà. Dans ces cas-là, en archéologie, on ne retrouve quasiment rien. On peut exposer le corps et laisser la nature faire son œuvre. Donc, si les expositions sont aériennes, ça ne laisse aucune trace archéologique. On peut l'inhumer, ça on reviendra dessus, c'est un petit peu plus notre quotidien, ou on peut l'incinérer, comme on voit sur l'image de droite. Alors, contrairement à ce qu'on pense, l'incinération ne transforme pas un os en poudre. Un os, sous le fait de la chaleur, va perdre son eau, va se tordre, va se fendre, les extrémités vont un petit peu s'émietter, mais un os reste entier. Là, je vous ai mis l'exemple d'une incinération romaine. Donc, on a recueilli les os, on les a mis dans une céramique, dans une poterie, que nous avons découvert, que nous avons prélevé sur le terrain et que nous avons fouillé en laboratoire. Les os sont dégagés, photographiés, on les retire un par un et on refouille en dessous pour voir les différents niveaux osseux qu'on aperçoit. Et donc là, c'est très intéressant parce que selon les périodes, on ne va pas traiter les restes osseux de la même manière. Ici, on est sur l'incinération romaine,
Donc à gauche, vous avez l'image comme si on avait découpé l'incinération de haut en bas et qu'on l'avait ouverte pour voir les différents niveaux. À droite, vous avez justement ces différents niveaux tels que nous les avons démontés. Tout en haut, c'est le niveau qui est tout au fond. Et puis en bas, voilà, c'est les niveaux au-dessus. Donc ce qu'on voit, c'est que tout au fond, l'opérateur, le fossoyeur, a mis en premier du crâne, puis des membres supérieurs, puis du bassin, puis des membres inférieurs, et puis il est revenu sur le haut du corps et il a remis encore du thorax et du crâne. Donc on voit que là, à cette période, la volonté est vraiment de représenter l'intégralité du corps. On a mis un petit peu de toutes les parties du corps. Donc là on est sur la période romaine, sur des périodes proto-historiques, par exemple sur l'âge du bronze. On fait aussi de l'incinération, mais nous, ce qu'on va retrouver, c'est une poignée d'os. Clairement, il n'y a pas de volonté de représenter le corps. Le corps connaît une autre destination et ce qui est enterré, c'est vraiment une poignée non représentative. Donc, ça nous permet de voir un petit peu et de connaître les pratiques et les pensées de l'époque. Donc là, on est sur une inhumation, donc quelque chose d'un peu plus classique qui répond plus souvent à l'image que les gens se font d'un squelette archéologique. Donc on voit qu'il est déposé sur le dos, on viendra après sur l'importance de la position du corps. Et comme vous voyez, quand on fouille, on laisse chaque ossement en place, parce que ça va nous donner un certain nombre d'informations. Là, nous avons perdu tout ce qui est tissu, bois, chair. Mais grâce à la position des ossements, on va pouvoir restituer comment il a été enterré. Ainsi, et aussi, on voit que les bras apparaissent non pas de face, mais sont resserrés sur le côté. Le bassin est resté fermé, les genoux sont serrés, les patellas, les rotules sont restées sur les genoux. Tout ça, pour nous, ça va être des indices qu'il a été enterré dans un linceul resserré. On verra qu'il y a d'autres indices après pour nous donner d'autres types d'informations. Donc malgré l'absence de vestiges de bois, de tissu ou de clous, on peut restituer comment s'est décomposé les corps. Je vous ai dit que la position est aussi importante. Par exemple, à l'époque néolithique, on est environ 4000 ans avant Jésus-Christ, sur la photo tout à gauche, on voit que les individus étaient déposés sur le côté, le corps un petit peu replié en boule, les genoux repliés sur le thorax. C'est vraiment la position traditionnelle de l'époque néolithique avec des dépôts de céramique, des colliers en coquillage, des silex taillés. Sur la photo du milieu, je vous ai mis une photo d'un squelette gaulois, inhumé, on voit déjà dans une fosse qui est circulaire, et lui il est inhumé assis. C'est pas le plus classique. On retrouve régulièrement, c'est pas la position la plus classique pour les Gaulois, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Et sur la photo de droite, nous avons un individu qui a été inhumé sur le côté. C'est un individu du 8e siècle. Il a tout de suite interpellé les collègues qui nous fouillaient à Nîmes, parce qu'il fait partie d'un ensemble d'une vingtaine de tombes. Les autres tombes ont des positions assez classiques pour cette période-là, sur le dos, tous orientés pareil, et 3 individus, dont celui-ci, 3 hommes plutôt jeunes, étaient inhumés sur le côté et avec une orientation différente. Et les collègues ont tout de suite pensé à des traditions musulmanes, à des pratiques d'inhumation musulmane, et ont donc réalisé des tests ADN. Et il s'avère que ces 3 hommes venaient du nord de l'Afrique. Donc, au 8e siècle, on enterre à Nîmes selon des traditions musulmanes, c'est-à-dire que ces personnes pratiquaient cette religion, mais que les personnes qui les ont enterrés la pratiquaient aussi et connaissaient le rite. Et on est très probablement sur des soldats berbères pendant la conquête omeyyade. Donc la position est très importante dans la compréhension globale de la tombe. Cette photo-là, je la montre souvent parce qu'en RAC+, nous avons souvent un public issu de l'immigration qui pratique les rites musulmans. Donc montrer qu'au 8e siècle, dans le sud de la France, il y a des personnes qui sont enterrées selon le rite musulman,
souvent ça leur parle. Comme on parlait de la position, on a aussi l'architecture de la tombe. Donc là, je vous ai mis un tout petit panel de ce qui est possible, avec par exemple tout à gauche des tombes maçonnées. Donc on a construit des vrais petits murets à l'intérieur de la tombe pour isoler la tombe du sédiment. Au milieu, donc là il faut nous croire, c'est la taphonomie, la position et la migration des ossements nous indiquent la présence d'un cercueil monoxyle, c'est-à-dire c'est un cercueil qui a été taillé dans une bille de bois. La bille de bois a été évidée et l'individu a été déposé dedans. C'est pas un assemblage de planches, c'est un tronc, voilà, dans lequel on a mis un corps qui s'est décomposé dans un espace qui n'était pas vraiment très plat et qui a engendré un certain nombre de mouvements assez spécifiques. À droite, je vous ai mis quelque chose qui est plus classique, plus connu, qu'on peut voir dans les musées notamment, un sarcophage en pierre de la période mérovingienne. Je vous ai aussi mis, et ce que je montre aussi aux élèves, c'est des tombes d'élite. Car même dans la mort, même depuis très longtemps, on peut voir des marqueurs sociaux. Toutes les tombes ne sont pas équivalentes. Donc à gauche, je reviendrai pas dessus, c'est la tombe d'élite mérovingienne et dans sa petite chambre, enfin dans sa grande chambre funéraire, avec ses objets d'accompagnement de grande qualité. À droite, c'est une tombe gauloise. C'est une tombe qui est dite à char. Donc là, quand je dis ça aux élèves de Laurent, les garçons ouvrent des grands yeux. Il a été enterré avec son tank? Pas du tout. Un char, on parle d'un chariot gaulois tiré par des chevaux. Et c'est ce qu'on va voir notamment, il nous reste là, ce qui est visible, c'est les bandages des roues qui sont en fer. Le contour des roues est en fer, donc le bois de la roue et la caisse, ce sont des composés, et il nous reste juste le métal des deux roues. Donc ces deux tombes d'élite, souvent c'est difficile parfois pour les élèves de les comprendre. Donc on propose toujours des restitutions. Donc à gauche la restitution de la chambre funéraire mérovingienne, avec le sarcophage, avec le cercueil, excusez-moi, le cercueil en bois, avec les objets qui sont parfois déposés dessus, parfois déposés contre, voire certains objets qui ont été déposés au-dessus de la chambre funéraire. Et sur la photo de droite, la restitution d'une tombe à char. Donc on voit ici le chariot avec les céramiques déposées. Il y a parfois des dépôts de viande. Il faut aussi penser, c'est contrairement à notre conception actuelle, une tombe n'est pas un lieu clos, fermé, dans lequel on ne revient pas et dans lequel on ne réintervient pas. Il peut y avoir plusieurs types de réinterventions. Des réinterventions, il y a du pillage. Des réinterventions, il y a des rituels, comme on peut voir sur la photo de droite, avec des os qui sont ressortis, qui sont lavés, qui peuvent être parfumés, où on fait une cérémonie et on les réunit. Donc ça arrive assez régulièrement. Il faut comprendre le geste. On a aussi, comme à gauche, ce qu'on appelle des réductions. Donc une réduction, c'est le fait de pousser un corps qui était là avant pour inhumer un nouveau corps. Non mais Stéphanie, là les élèves ils posent à chaque fois une question, mais c'est pas une sorte de manque de respect de prendre des os et les repousser? Alors pas du tout. Et parfois on va réassocier un corps plus ancien avec un mort récent, donc ça peut être le grand-père, le père, qui va être mis dans la tombe de l'enfant décédé. Ou parfois, comme on voit sur la photo ici, c'est typique des cimetières médiévaux, des cimetières paroissiaux, où ce sont des cimetières qui sont consacrés, donc limités dans l'espace. Et au bout d'un moment, le nombre de morts sature la terre et il faut repousser les ossements les plus anciens pour pouvoir avoir la place de faire les inhumations récentes. C'est pas un manque de respect parce que donc on pense à la réincarnation à cette période-là et que donc si les ossements restent dans la terre consacrée, le jour du jugement dernier, il n'y aura pas de souci. Il ne faut pas sortir les ossements de la terre consacrée. Ça, c'est faut pas faire.
Mais si les ossements sont dispersés dans la terre du cimetière, ça ne pose pas de problème majeur. En plus, ici, sur cette photo-là, c'est intéressant parce qu'on voit que les ossements ont été mis tout autour du cercueil en bois. Donc on a le négatif du cercueil en bois qui apparaît avec ses effets rectilignes, ses effets de paroi au niveau des ossements. Alors, les questions que peut-être vous vous posez, et mes élèves, hein, bien sûr, en 6e, en REP+, se posent ce genre de questions. L'âge, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, est-ce que la personne était malade? Alors, concrètement, par exemple, si on parle de l'âge, comment est-ce qu'on peut voir l'âge d'un individu? Alors effectivement, une fois qu'on a retiré le squelette après toutes nos observations, il va en laboratoire et on a quasiment autant de temps, voire 2 fois plus de temps que le temps de terrain pour étudier les squelettes et écrire le rapport. Donc comme tu dis, la première question souvent que tes élèves posent, c'est comment est-ce qu'on peut savoir l'âge? Alors Stéphanie, quand tu dis qu'on passe beaucoup de temps, avec un archéologue, on a fait une sorte de transfert de compétences. Il est venu dans ma classe, pendant une journée, il a vu comment je travaillais. Il a même regardé les corrections de copies. Et moi, j'ai suivi un archéologue pendant une journée. Alors c'est bien, hein, on le voit fouiller, et derrière, il y a de l'analyse, il y a l'écriture d'un rapport de fouille, voilà, c'est tout, on va dire, un petit peu les coulisses du métier d'archéologue, voilà, qu'il faut savoir, c'est pas uniquement la fouille. Et là, par exemple, voilà, une analyse autour de l'âge. Donc, l'âge des enfants va s'effectuer sur les dents. On va regarder si ce sont des dents de lait, si ce sont des dents définitives qui sont sorties, quelle dent est sortie sur le squelette. Comme on sait à quel âge, quelle dent sort à quel âge, on peut estimer un âge assez précis. On va pouvoir dire il a 6 ans, plus ou moins 6 mois. Mais l'âge des enfants est assez précis. Si malheureusement toutes les dents sont sorties autour de 13 ans, ou si le squelette a été perturbé et qu'on n'a plus de crâne et de dents disponibles pour estimer l'âge, on va regarder les ossements. Par exemple, là, vous voyez, il y a un numérus. À gauche, c'est un numérus d'adulte, d'un seul tenant. À droite, c'est un numérus d'enfant. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie centrale, la diaphyse, et les articulations, les épiphyses qui ne sont pas soudées. On sait quel os se soude à quel âge, donc on va pouvoir estimer des tranches d'âge. Là, on est moins précis. On va pouvoir dire qu'il est entre 10 et 15 ans, entre 15 et 20 ans. Là, je vous ai mis la photo d'un enfant avec un gros plan sur les genoux. Et sur les genoux, on voit que les épiphyses, les articulations au niveau des fémurs et des tibias ne sont pas soudées. Bon, lui, on a le crâne, donc on peut avoir un âge plus précis, mais si on n'avait pas de crâne, on aurait des indications sur son âge. C'est un garçon ou c'est une fille? C'est là souvent la deuxième question. Alors, on a aussi des choses très étranges parmi les élèves. Un squelette de femme et un squelette d'homme, on a le même nombre d'os au même endroit. Par contre, ce qui va différer, c'est la forme du bassin. Les bassins de femmes vont être plus ouverts, l'angle sous-pubien va être plus ouvert pour laisser le passage des enfants. Une estimation de sexe sur un os coxal est fiable à plus de 91%. Est-ce qu'il avait des maladies? Voilà. Une autre chose que l'on peut voir, c'est l'état sanitaire. Donc par exemple l'état bucco-dentaire. On va chercher les caries, on va chercher les pertes de dents. Là sur la photo de gauche, nous voyons les traces de tartre. Et sur la photo de droite, nous voyons des traces d'usure dentaire. Donc l'usure sur les molaires est normale, liée à l'alimentation. L'usure sur les incisives, les dents de devant, elle par contre est atypique parce qu'elle est liée à une activité artisanale. On sait que par comparaison ethnographique, parfois les individus utilisent leur bouche comme une troisième main, vont mettre quelque chose dans la bouche pour pouvoir tirer dessus avec les deux autres mains. Donc ça peut signer par exemple une activité liée à la fabrication de cordes ou au travail de la peau de bête. On peut aussi voir un certain nombre de pathologies, on peut voir des carences, par exemple des carences sur les dents. Si
durant sa jeunesse, l'enfant a connu une malnutrition, par exemple. Ça peut laisser des marques sur la dent, des petites stries que nous, on va pouvoir retrouver. Au milieu, je vous ai mis des tibias, des fibulas, des péronnées, dont un est cassé, qui n'a pas été soigné, qui n'a pas été réduit et qui présente une ondulation. C'est quelqu'un qui reste de sa vie à boiter. On a aussi un crâne qui a subi un traumatisme très violent, certainement un cas de ce qu'on appelle un cas de violence interpersonnelle. La personne a survécu à ce coup de hache sur le crâne et a été soignée parce qu'on n'a aucune trace d'infection, on a une cicatrisation parfaite de l'ossement. Tout à gauche, on voit aussi ce qu'on appelle un indice de fracture de fatigue. Donc là encore, c'est un indice d'une population qui a connu des conditions de vie difficiles durant sa petite enfance. Alors cette photographie, elle est vraiment classique, elle plaît beaucoup à mes élèves. Stéphanie, en tant que scientifique, parfois découvre des choses, il ne sait pas. Donc elle émet des hypothèses. Ça va être à vous de travailler. Alors pendant 1 minute avec votre voisin, voisine, vous allez essayer de mettre une hypothèse. Pourquoi ce squelette a la bouche ouverte? Je vous donne la réponse de mes élèves. Hein. Il a eu peur avant de mourir. Voilà. À vous d'essayer de mettre une hypothèse. Et après, on demandera à Stéphanie, l'anthropo-archéologue, de nous dire, pour elle, quelle est son hypothèse. Exactement. Il y a encore ce qu'on appelle des articulations labiles, c'est-à-dire qu'au moment de la décomposition, ce sont les ligaments qui se décomposent en premier et l'articulation entre la mandibule et le maxillaire fait partie de ces articulations labiles. C'est la première articulation qui lâche au moment de la décomposition. Donc souvent les crânes vont être déconnectés, enfin les mandibules vont être déconnectées, vont être tombées sur les vertèbres cervicales. Ici, en plus, ça va nous apprendre que si elle est tombée, c'est qu'il n'y avait rien pour la retenir, donc pas de terre. Donc ça fait partie des indices pour qu'on puisse émettre l'hypothèse de la présence d'un cercueil, parce que maintien d'un espace vide, donc rien qui retient la mandibule. Tu veux dire qu'il aurait été enterré dans la terre, la bouche reste fermée? Exactement, c'est ça. D'accord. Alors, maintenant, vous avez eu l'aspect scientifique, on va essayer de vous montrer comment, à partir de cet aspect scientifique, parce que vraiment on essaye de faire du scientifique dans une classe d'atelier autour de l'archéologie, comment est-ce qu'on peut faire de l'archéoanthropologie. Alors pour commencer, donc, on va travailler, je vais vous montrer une page de manuel que j'utilise, le Hachette Éducation de 2017-2018. Alors, j'ai retravaillé la semaine dernière en préparant ceci. Voilà, je me suis dit avec mes élèves, on va retravailler. Je vais vous montrer comment je peux l'utiliser. Alors déjà, des sources et des natures de documents différentes. On va avoir donc des photographies, voilà, photographie un petit peu en hauteur, une photographie plus rapprochée, un texte de Jean-Paul Demoule, là, qui fait plusieurs interventions encore lors de ce festival de Blois. Et concrètement, avec mes élèves, voilà un petit peu, j'ai beaucoup travaillé sur cette photographie, comment est-ce qu'on les a utilisées. Les élèves ont découvert qu'il y avait des colliers, des bracelets, des dents d'animaux en pendentif. Ils m'ont dit, on prend soin des morts. Bon, je pense qu'ils ont raison de dire qu'on prend soin des morts, au néolithique, voilà, vraiment, on prend soin des morts. Mais une chose qui m'a vraiment intéressé avec eux, quand on lit le texte de M. Demoule et quand on voit avec les élèves, il y a une sorte d'accumulation de squelettes de différentes époques. L'arrière-grand-père, peut-être le grand-père, le père, les enfants. Et voilà, s'il y a une accumulation de squelettes au même endroit, c'est sûrement que le peuple était sédentaire. Donc la notion de sédentarisation peut se faire à partir de l'archéologie. Je sais que parmi vous, beaucoup d'entre vous, vous êtes en Master 1 pour être professeur des écoles,
Ici, quand je prends un petit peu les compléments de programme du cycle 3, on nous parle voilà, de travailler sur les découvertes archéologiques et scientifiques qui proposent des lectures renouvelées du passé. Toi, Stéphanie, en tant que scientifique, qu'est-ce que tu pourrais rajouter, par exemple, sur cette tombe avec une accumulation de squelettes? Eh bien, que récemment, des nouvelles études et des résultats sur l'ADN viennent conforter ce qu'on supposait mais qu'on ne pouvait pas prouver. Ainsi, on a eu un très beau tumulus avec plusieurs individus enterrés dedans, et l'ADN vient conforter l'idée qu'il y a 7 générations qui se suivent. On peut remonter un arbre généalogique avec les différents individus, le père, le fils, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit aussi que ces individus masculins ont tous la même lignée, mais que les femmes viennent systématiquement d'autres groupes, et pas forcément en plus du même groupe. Donc on a plein de nouvelles informations qui permettent de mettre à jour les données sur cette période-là. Mes élèves m'ont aidé à faire cette préparation aujourd'hui. Hein, je leur ai parlé et tout, je leur ai dit que je venais. Il y a un moment, je leur ai dit, et s'il fallait, je savais qu'il y avait des futurs professeurs qui allaient être là, et s'il fallait leur conseiller une seule ressource, quelque chose qui serait important à leur montrer. Ben voilà, je vais vous montrer la ressource que mes élèves apprécient. En plus, c'est bien, c'est un dessin animé. Alors, il y a une petite manip à faire. Hop, hop, hop. J'espère que vous voyez toujours. Oui. C'est bon. Comme vous le savez, il a fallu quelques millions d'années pour que le monde soit le monde qu'on connaît aujourd'hui. Une mine d'informations pour les archéologues qui savent lire dans le passé. Et celui-là, que fait-il? Mais c'est l'anthropologue. Sa spécialité, c'est d'étudier les tombes et les squelettes humains pour raconter leur histoire. Rien de plus sérieux. Sur le site de fouilles, notre anthropologue repère une sépulture avec plusieurs individus. Et autour d'eux, apprécier ces sublimes bijoux, la tombe typique d'aristocrate vers l'an 500. Poursuite de l'enquête, reconstitution des puzzles, ostéométrique, photographie. Voyez ce squelette d'un mètre 68 et la forme de son bassin. Pas de doute, c'est un homme adulte. Et celui-ci, avec l'anarthrose au bout du doigt, peut être un chevalier qui a travaillé l'épée. Avec un mauvais régime alimentaire en plus. Dans sa mâchoire, il manque 14 dents. Et celles qui restent sont truffées de caries. Précieux indices qui vont livrer bien d'autres secrets. En effet, c'est dans la cavité pulpaire, là, qu'on prélève le meilleur ADN ancien. Après analyse, l'anthropologue s'interroge. Ces squelettes mérovingiens pourraient être de la même famille, peut-être même des frères et des sœurs. Mais lui, avec son Scarasax, mais que fait-il ici? Ah, c'est un ostrobo, ami ou ennemi? En tout cas, assez envahissant ces derniers temps. Bien, résumons-nous. L'anthropologue est un expert de l'archéologie d'aujourd'hui. Avec quelques crânes et un peu d'ADN, le passé reprend vie. Alors, où trouver ce genre de ressources? Alors moi c'est simple, hein, voilà, je suis dans un moteur de recherche, je tape enseignant, INRAP, et je tombe sur ce genre de ressources. Laure Ferry, chargée du public à l'INRAP, tu peux nous parler peut-être d'autres ressources, hein? Alors oui, nous, donc l'INRAP, on propose donc un site internet qui est truffé de ressources numériques accessibles en ligne, tout à fait gratuitement. On a développé un site connexe qui s'appelle enseignant.inrap.fr où vous trouverez des sélections en fait indexées par thème du programme, par niveau, etc. Et notamment donc là par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc le lab archéo, où vous pouvez trouver l'anthropologie, mais aussi plein d'autres sciences qui concourent donc, à l'archéologie. Et l'idée donc c'est d'avoir des ressources numériques sur plein de sujets. On a une grosse production, donc n'hésitez pas à aller fouiller dans ces sites. Il y a mon adresse mail à la fin du PowerPoint, donc n'hésitez pas aussi à me contacter si je peux vous guider pour trouver ce qu'il vous faut pour vos élèves. Et autre précision importante, on est, je pense que tu peux aussi faire défiler le reste, Stéphanie, on est partenaire de l'Éducation nationale et notamment si vous avez un compte Lumni Enseignement, vous pouvez télécharger ce type de petits dessins animés comme on vient de vous montrer, ce qui vous permet d'être hors ligne et si vous avez des connexions qui ne sont pas tout à fait efficaces.
Voilà, donc là, vous trouvez aussi peut-être pour les plus grands, alors le dessin animé fonctionne pour tous les publics, hein. On a assez de recul maintenant sur nos publics pour savoir si le dessin animé fonctionne pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus grands. Il est court, vous pouvez le repasser plusieurs fois, parce que le rythme est assez soutenu. On a aussi pour les plus, peut-être pour le lycée, des portraits spécialistes, notamment là, l'anthropologue, là qui est un petit peu plus long sur 5 minutes. Voilà. Merci. Merci Laure. Alors peut-être que votre petit panier d'archéologie se remplit au fur et à mesure, hein. Voilà, avec les ressources. Maintenant, voilà, plein de petites ressources ou des pistes qui pourraient vous aider un petit peu dans votre classe. Alors, une chose très très simple, quand voilà, on parle d'anthropologue, bah, moi j'ai au CDI, simplement le CDI de mon établissement, j'ai demandé au professeur documentaliste de sortir tous les articles, tout ce qui parlait d'anthropologie. Donc voilà, ressources avec Archéo Junior, là j'ai vu qu'ils étaient dans le stand au Salon du Livre, des ressources, des livres édités donc, par l'INRA, puis plein d'autres choses que vous pouvez trouver. N'hésitez pas à aller voir hein, donc, au CDI. Une autre manière, je me suis rendu compte, et Stéphanie l'a vu aussi quand on va sur un chantier de fouille, les élèves, peut-être un peu comme vous, aujourd'hui, en SVT, ce n'est plus dans le programme d'étudier les eaux. Alors moi j'ai beaucoup de chance, c'est un vrai projet transdisciplinaire avec mes collègues, donc mes collègues, des fois je leur demande de faire un peu de leur programme, voilà, mais ils acceptent. Bon, on s'est dit, on va faire jouer, les 6e, ils aiment jouer, donc on a créé un jeu de memory où les élèves jouent en apprenant les différents eaux, et puis après on va essayer de les replacer. Là par exemple, Stéphanie, on a choisi avec nos élèves de remplacer Cubitus par Oulna, on a raison? Oui, c'est comme tout à l'heure quand je parlais, alors j'ai l'ancien mot, du Péroné avec fibula. Oui. Voilà, la rotule est devenue une patella, le cubitus est devenu une ulna. Ce sont les nouvelles normes internationales. Voilà. Voilà, donc nous, tout à l'heure, hein, quand vous aurez mon mail, si vous voulez m'écrire pour que je vous envoie le PDF du jeu qu'on a créé, c'est tout à fait faisable. Et voilà, les élèves, vraiment, ont l'impression de jouer et pourtant, ils apprennent. Une autre manière de travailler toujours sur l'anthropologie, ça va être de jouer avec un squelette. Voilà, des modèles que vous pouvez retrouver sur Internet à imprimer. On en a mis un au CDI et les élèves, voilà, s'allongent par terre pour essayer de reconstituer un squelette. Là, Stéphanie était là, mais ne croyez pas que j'ai un archéologue tout le temps avec moi, hein. Loin de là. J'aurais presque pu dire comment faire de l'archéologie dans une classe sans archéologue. Depuis le début de l'année, j'ai pas eu d'archéologue encore, hein. Voilà, je me débrouille un petit peu avec des ressources exactement comme vous. On s'est quand même posé une question, c'est la manière d'appréhender les eaux. Est-ce que les élèves vont toucher les eaux lorsqu'ils vont aller sur un chantier de fouille? Alors déjà, en classe, on leur fait toucher quand c'est humain que des facsimilés. Voilà, dans ma classe, j'ai sorti le squelette du labo de SVT, donc le Oscar est dans ma classe. On leur fait toucher donc, des squelettes. Autre chose, voilà, lorsque on peut faire des actions, ça peut être des médiations dans les musées ou ailleurs, on leur fait toujours toucher des facsimilés, mais avec le professeur d'éducation musicale, alors ça va vous faire un petit peu sourire, on s'est dit on va commencer par les os d'animaux. Alors c'est très simple, je travaille en Haute-Marne, il suffit de mettre une annonce dans la salle des profs, il y a presque un tiers des profs qui ont de la famille qui chassent, hein, ou qui chassent eux-mêmes. Donc voilà, j'ai eu très facilement des os de gibier qui ont été bien nettoyés pendant plusieurs semaines, vinaigre, eau de javel, lave-vaisselle, voilà, il y a vraiment eu plein de choses. Après, je ne sais pas si c'est très scientifique ce que j'ai fait, voilà, peut-être qu'on pourrait critiquer. Le professeur d'éducation musicale a trouvé que, voilà, dans les temps anciens, certains pouvaient faire des racloirs à os. Donc ils ont essayé pour faire peut-être, on ne sait pas trop, peut-être la transformer en musique. Voilà, ils ont pris des os, donc par exemple de cerf, ils l'ont transformé en racloir à os. Et alors vous allez dire, peut-être il est un peu loufoque ce prof, hein, mais j'ai proposé à une chanteuse d'opéra de venir dans ma classe, j'ai proposé à un bassoniste de venir avec son basson, et pendant 1h30, on a essayé de créer une sorte de concert préhistorique. Alors là, il n'y a plus rien de scientifique, hein, on est bien d'accord, mais tout le monde était content. Les élèves touchaient les os, c'était important pour moi.
La chanteuse d'opéra, je pense que là c'est la seule fois dans sa carrière où elle va être accompagnée par des fémurs. Hein, voilà, je pense que c'est pas tous les jours. Et le bassoniste, il essayait de reproduire les sons, ou alors voilà, il y avait une sorte d'interaction avec les élèves. Voilà, c'était vraiment un concert opéra préhistorique. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur les saisons culturelles, hein, mais voilà, on a essayé d'avoir la primeur. C'était une manière pour les élèves d'avoir un petit peu moins peur des os. Lorsqu'ils vont sur un chantier de fouille, on n'oblige jamais un élève à fouiller les squelettes. Par exemple, sur Saint-Dizier, comme je vous l'ai dit, ils peuvent fouiller une villa gallo-romaine et ça pose aucun souci. Globalement, allez, une fois tous les 2 ans, j'en ai peut-être un qui dit je n'ai pas envie. Et on peut tout à fait le comprendre. Une autre manière, votre petit panier se remplit peut-être, créer une urne funéraire. Alors c'est très simple, une bassine, du sable, de la terre, on met des choses dedans, mais attention, faut que ce soit scientifique quand même, c'est pas la pêche au canard. Stéphanie, comment, pour toi, est-ce qu'on peut rendre scientifique cette urne funéraire? Eh bien, ces urnes, donc, on les a créées, donc nous, on a fait comme on fait en fait sur le terrain, avec des nombres de plâtre. Donc on a créé des coques sur des bassines. Ces coques, une fois séchées, on les a retournées et elles sont remplies. Donc elles sont remplies avec du mobilier. Donc ça peut être des eaux de faune, on a pas mal, des charbons de bois, des perles, mais on a aussi bien sûr quelques petits facsimilés de céramique, de poterie, des éléments en verre. On les met à différents niveaux et on remplit le tout avec de la terre. Et après, on les fait, on met 2 élèves par coque, par urne, et on les fait fouiller avec des petits pinceaux. Et là, on voit sur la photo de droite, on a des culs de bouteilles de lait qui permettent d'évacuer la terre et de la rejeter dans des seaux. Et tout ça a un but, c'est il y a une notion pédagogique, c'est la représentation dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils doivent dessiner ce qu'ils voient dans leur incinération. Ils doivent faire un plan de ce qu'ils ont découvert et ensuite on travaille comme sur n'importe quel document d'histoire géo avec une légende, une orientation. Bon là on ne travaille pas encore avec une échelle, c'est un petit peu difficile, mais au moins dans la légende dire ce qui a été numéroté, l'objet sur le schéma et dans la légende, décrire le type d'objet, qu'est-ce que c'est, et sa matière, sa position. On est dans quelle période historique là, Stéphanie? Là, vaguement, on se rapproche de la période romaine. D'accord. Une autre manière de travailler, on est toujours dans le transdisciplinaire. Professeur documentaliste, professeur de français, on s'est dit, on va essayer d'interviewer quelqu'un, mais on va le faire par téléphone. Pourquoi pas, savoir pourquoi pas, presque un entraînement pour une demande de stage. Là, interview d'un archéologue. Ensuite, on va le transformer en podcast, et ce podcast transformé en QR code. Ces QR codes vont être mis un petit peu partout au CDI, les élèves vont avoir des tablettes. Ou alors, par exemple ici, tous les 2 ans, j'investis une salle du musée donc de Saint-Dizier, on fait une exposition, on a fait une exposition un peu originale sur les 5 sens en archéologie, on en a fait une sur si j'étais un archéologue, et encore une fois, voilà, l'anthropologue pourrait être au cœur de notre recherche, mais je n'interroge pas que des anthropologues. Par exemple, j'interroge aussi un carpologue. Là, dans votre tête, vous vous dites carpologue. Bon, je vois très bien. Là, étude des carpes. Non, non, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà, c'est plutôt les graines. Mais les élèves, voilà, ce genre de vocabulaire, peu à peu, va être acquis par les 6e. En français, toujours, professeur de français, par exemple, on assiste à une fouille, ou on regarde une fouille sur Internet, et ensuite, on demande aux élèves de faire un rapport de fouille. Par exemple, il y en a un que j'ai ici, il a créé un carnet de chronique avec un rapport de fouille. On essaye pareil de le faire de manière scientifique, à notre manière en 6e, avec un contexte de fouille, avec la description d'un objet, et je mets une hypothèse. Tout à l'heure, vous avez mis l'hypothèse sur la bouche ouverte. Là, voilà, on essaye de mettre des hypothèses, et voilà, des compétences de français, d'écriture peuvent être développées aussi en archéologie. On ne fait pas que de l'anthropologie, on peut avoir, par exemple, dans des tombes, on trouve des tessons de poterie, et les élèves, voilà, peuvent essayer de les reproduire, toujours en mettant une hypothèse.
qu'est-ce que c'est que ce morceau de poterie qui nous reste. Je voulais terminer en vous parlant un petit peu des tutorats en archéologie. Alors voilà, beaucoup d'entre vous, vous êtes de futurs professeurs des écoles. Pour travailler sur les tutorats, tout d'abord, j'ai utilisé le livre de Sylvain Connac, peut-être en avez-vous entendu parler dans vos études, qui travaille sur les stratégies coopératives. Je l'ai vu en conférence, j'ai discuté avec lui, et je me suis dit, l'archéologie pourrait être un laboratoire d'un tutorat. Concrètement, mes élèves de 6e, ils ont un tuteur, élève de seconde, qui leur explique des techniques d'archéologie. L'élève de 6e est lui-même tuteur d'un élève de maternelle. Et va lui expliquer avec ses propres mots, c'est la compétence adapter son langage. On ne fait pas carpologue et anthropologue avec les maternelles, on imagine bien, mais la compétence j'adapte mon langage à un public particulier, et ben ils vont faire de l'archéologie. En gros, les élèves du 6e sont dans une sorte de tutorat bienveillant de j'ai un tuteur que je rencontre 3, 4 ou 5 fois par an, on ne peut pas plus, et j'ai un élève de maternelle et je serai le tuteur d'un élève de maternelle. Pareil, ils se rencontrent 4 ou 5 fois par an. Alors, quelques petits exemples de tutorat. Donc par exemple, un tutorat avec des élèves de seconde, c'est des élèves de seconde qui ont décidé de l'activité, apprendre à reconnaître, mesurer, utiliser le laser pour des crânes. Reconnaître des crânes de singes, des crânes humains, et ça, voilà, on passe 2 heures, et les élèves, ils réfléchissent comment est-ce qu'ils vont pouvoir retransmettre la semaine d'après. On ne fait pas ça 3 mois après, tout est oublié. La semaine d'après, les maternelles viennent et vont faire exactement la même chose. Le carbone 14. Alors là, je vais vous parler d'un échec. Le carbone 14, je n'ai pas réussi avec mes élèves. Alors, pourtant, j'avais l'impression que c'était important. Tout à l'heure, tu as parlé de C14, Stéphanie. Pourquoi c'est important pour un archéologue, le carbone 14 ? En l'absence d'objets qui nous permettent de dater une structure, le carbone 14 va être utilisé sur tout ce qui est minéral, sur les ossements, sur les charbons de bois, sur les graines brûlées. On va utiliser cette méthode pour dater les sépultures. Je savais que le taux de carbone allait décroître au fur et à mesure du temps. J'ai demandé à des élèves de seconde de l'expliquer à mes élèves. Ah, ils ont eu une bonne idée, hein. Des pots avec plein de petits papiers, et au fur et à mesure du temps, il y avait de moins en moins de papier. Et à la fin, j'ai demandé à mes 6e ce qu'ils avaient retenu. Ils m'ont dit, il y a de moins en moins de papier. Et là-dessus, je n'ai pas réussi. J'en ai parlé au professeur de physique qui a essayé de le faire. À sa manière, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'en 6e, les élèves sont trop jeunes pour comprendre le carbone 14. Parfois, on ne peut pas tout faire. Voilà, il faut vraiment le dire. La notion d'atome en 6e, c'est quelque chose de trop complexe pour eux. Donc voilà, j'ai laissé tomber. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Tutorat avec des maternelles, le geste de fouille. Stéphanie vous a expliqué qu'on ne bouge pas l'os. C'est vraiment très très important. C'est la base, vraiment, du premier travail de fouille. Là, vous avez par exemple Kimberley avec 2 petits élèves de maternelle, grande section, on prend. Après, on pourrait faire moyenne section, qui explique comment utiliser l'outil dentiste ou comment utiliser la truelle. Maternelle, 6e, seconde. Maintenant, les parents. Moi, j'invite les parents. Les parents, vous venez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et je demande aux élèves de montrer à leurs parents comment on fouille. Alors là, la maman, elle était à fond dedans, vraiment. Elle est rentrée dans le bac à fouille, elle a pris une truelle et hop, c'est parti, je fouillais. Écoutez, c'est très bien. C'est comme si nos élèves étaient devenus un petit peu des archéo-ambassadeurs. Vous voyez là ce que je vous raconte, ce tuto en archéologie. Vous pouvez le faire sur n'importe quoi, sur plein de domaines. Vous avez envie de faire quelque chose sur la langue française, vous avez envie de faire quelque chose de scientifique, vous avez envie de faire quelque chose de conjugaison, des choses comme ça. Le tutorat, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui peut être vraiment applicable à vraiment beaucoup de domaines. Alors Stéphanie m'encourage à aller visiter des expositions d'archéo-anthropologie. Ah ouais, avec des élèves, c'est pas ce qui les fait un peu plus rêver. Donc bien évidemment, vous vous en doutez, le tutorat va me sauver. Ça veut dire que ici vous avez Ryan qui découvre un musée avec l'élève de seconde. L'élève de seconde, il a une visite. Puis ensuite, une semaine après, vous avez un élève de 6e qui va expliquer à des maternelles un petit peu cette exposition. Alors,
Moi, ce que j'adore dans le tutorat, je suis pas là pour contrôler si les dates elles sont bonnes, c'est pas vraiment très important pour moi. Alors je sais que mon inspecteur, l'IPR d'histoire-géographie de Reims est là, donc je vais bien vous boucher les oreilles. Moi, ce que j'aime bien, quand il y a le tutorat, c'est que j'ai plus rien à faire. Ah mais c'est trop bien, mais franchement c'est le top. Je regarde mes élèves travailler avec les autres. Alors, un jour, voilà, je sais qu'une IEL m'a dit « Ah, vous devriez en profiter pour noter plein de compétences ». Bon, moi, ma meilleure compétence, c'est de les voir heureux. Et puis, je les regarde travailler, et je trouve que parfois, simplement, les voir travailler. Et Sylvain Connac dit quelque chose, le tutorat va vous dépasser. Vous allez voir, on va plus loin que ce que vous avez prévu. Ben, parfois, les élèves, ils vont même du musée qu'on n'avait pas prévu, ils vont expliquer à eux-mêmes. Et pour vous dire que j'ai entendu qu'ils allaient plus loin, j'oblige mes élèves à faire des phrases de français complètes. C'est vraiment important pour moi. J'ai entendu des 6e dire en maternelle, hey, tu me fais une phrase complète. Tu dis pas oui, tu dis pas non, hein, tu parles en français. Hein. Voilà. Et là, je trouve que ça allait plus loin que ce que j'avais imaginé. Cette maîtrise de la langue avec le tutorat, voilà, allez-y, ça ne vous coûte rien en moyen. Et en plus, voilà, si vous êtes professeur de collège, lycée, quand vous allez en maternelle, les professeurs de maternelle, ils vous accueillent les bras grands ouverts. Ils adorent ce genre de projet. C'est plus dur de trouver quelqu'un du lycée hein, qui accepte de faire le tutorat parce qu'il dit mon programme, tout ça. En maternelle, tout ce qui est en pour les élèves, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Continuons sur le musée. La grande question, c'est, Stéphanie, est-ce que j'ai raison de leur montrer les reconstitutions? Parce que la reconstitution, c'est peut-être un peu Walt Disney. Ah non, les reconstitutions au musée, elles sont scientifiques. Et c'est important parce que ça parle plus aux élèves que de voir un squelette où on ne se rend pas forcément bien compte. Ici, on a la restitution de la jeune fille qui a été découverte à Saint-Dizier à côté des deux hommes qui étaient en chambre funéraire. Donc, tout est scientifiquement bon. On sait qu'elle avait un cercueil, on sait que les objets étaient déposés au-dessus du cercueil. Grâce à la minéralisation des tissus sur les objets métalliques, on sait quel type de tissu elle portait. Là où on a un petit peu plus brodé, c'est sur la couleur. On n'a pas encore de moyen de connaître la couleur. Après, on a brodé, on a cherché des comparaisons iconographiques. Donc on sait que c'est des types de couleurs qui pouvaient être portées à cette période-là par les élites. Pareil, sur les fleurs, dans certains cas, on soupçonne la présence de fleurs. Bon, sur le Saint-Dizier, on n'en a pas eu la preuve, mais voilà. Mais ces restitutions sont scientifiquement très justes. Dernière forme de tutorat, en dehors du musée, on a fait un grand essai depuis plusieurs années et j'ai vraiment envie de recontinuer. Les élèves de seconde, les élèves de 6e vont se retrouver 3 fois. Ils tirent au sort un sujet d'archéologie. Ça peut être le métier d'anthropologue, ça peut être le carpologue, maintenant vous connaissez les graines, ça peut être le site de Pompéi, ça peut être, plus proche de chez nous, le site gallo-romain de Grand, voilà, avec une magnifique mosaïque et un amphithéâtre. Première journée, ils sont 2 heures, on ne dépasse pas 2 heures, ils font des recherches ensemble, CDI, Internet. Deuxième, ils apprennent à créer un diaporama. Pour des 6e, c'est l'élève de seconde qui explique. Voilà. Troisième fois, ils commencent à répéter. Et la deuxième heure de la 3e séance, ils vont passer un mini-oral. 5 minutes, vous avez, ça peut être par exemple un conservateur du musée avec un professeur, ils sont là sous forme de jury, ça dure 5 minutes, et après on leur pose des questions. Bilan. Premier entraînement vers l'oral du brevet. Premier entraînement vers le grand oral du bac. Et là, c'est simple, le plus stressé c'est le second. Hein. Jamais l'élève de 6e, l'élève de 6e il dit pas comme ça. Voilà. Et ben, je trouve que vraiment faire ça, partager la parole, répondre aux questions l'un après l'autre, c'est vraiment quelque chose d'important. Et encore une fois, cette forme de tutorat fonctionne. Vous savez pourquoi le tutorat fonctionne? Parce que par exemple, quand on arrive devant des maternelles, l'élève du 6e qui dit « oh, c'est bon », l'élève de maternelle il dit « hé, tu viens, là, qu'est-ce qu'on fait ?» On n'a pas vraiment le choix. Les 6e, ils font pareil avec les secondes. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, le second, il est obligé de répondre. D'une certaine manière, il se sent un petit peu contraint. Mais dans la bienveillance, ça se passe vraiment très très bien. Maternelle, 6e, seconde, parents, bah, il nous manque que la maison de retraite. Hein. Maison de retraite, bah oui, nos élèves sont des archéo-ambassadeurs. Donc résultat, on s'est dit, on va aller dans la maison de retraite en face de notre établissement et
on va présenter l'anthropologie. Et ils l'ont fait aussi à leur manière. Ils ont été remerciés avec un goûter crêpe. Hein. Voilà, ça faisait partie de ça. Mais on peut le faire. Voilà, on a l'impression que toutes les couches de la population de Saint-Lizier donc, sont représentées un petit peu dans l'archéologie grâce à des 6e archéo-ambassadeurs. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure, Stéphanie? Je remets la photo qui est la première photo que je vous montre quand j'interviens. On espère qu'on a pu vous montrer l'importance et l'évolution de l'information. On part du squelette, on restitue un individu, puis une gestuelle, puis une population. Cette population, on va la caractériser et on va pouvoir après valoriser les informations qu'on a sur cette population via des musées, via des expositions, puis après via un enseignement en collège ou en lycée. Donc comme ça, on a passé en revue tout le panel, toute l'évolution qui part du terrain jusqu'à la restitution en classe. Et pour terminer, on vous met nos mails si éventuellement vous avez besoin de support ou répondre à vos questions. Mais là, voilà, on est là pour tenir dans les temps encore une douzaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Merci de votre attention.